Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Alex. Salut Alex. Salut, ça va bien? Oui, toi. Oui, ça va bien, merci. Merci de nous avoir approchés, en fait, pour participer à notre podcast. On est très heureux de t'accueillir. Merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté de me recevoir ici. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve que le projet, il est full inspirant pour les gens qui s'intéressent à savoir c'est quoi. Donc, j'aimerais ça, Alex, que tu te présentes un peu brièvement, que tu nous dises c'est quoi tes projets, où est-ce que tu vis en ce moment, puis t'as quel âge? Moi, je vais avoir 20 ans cet été. J'ai 19 ans présentement. J'habite à Sherbrooke. Puis, dans le fond, moi, je travaille sur des plateaux de tournage. Donc, je fais l'accessoirisme. Aussi, je fais à cause heures perdues de la réalisation puis de l'acting. Sinon, je fais d'autres petits projets en événementiel, des petits contrats comme ça qui durent quelques semaines, des fois quelques mois. Ce qui est le fun d'habiter à Sherbrooke, c'est que les studios de Radio-Can, puis il y a plein d'autres studios, ce qu'on peut quand même faire certains projets, c'est le fun. On a eu aussi, dans nos anciens podcasts, je ne sais pas si tu l'as pu l'écouter, Marie-Lou Bélan, qui vient de Sherbrooke et qui est maintenant étudiante et réalisatrice à l'UQAM en cinéma. Donc, Je pense qu'il y a une formation au Cégep en cinéma, si je me souviens bien. Cégep de Sherbrooke, ça se peut-tu? Moi, je suis pas allé. En fait, moi, c'est vraiment bizarre mon parcours parce que ce qui m'a invité à la Sherbrooke, c'était plus les tournages, puis plus le fait que j'ai été dans une agence de mannequinat, fait que j'avais des contrats, puis c'était à Sherbrooke, qui était comme dans le coin de Sherbrooke, qui était à Drummondville. Ensuite, moi, c'est que à la base, quand j'avais 17 ans, je suis allé au collège de Rosemont en cinéma, puis j'ai juste arrêté parce que c'était durant la pandémie, puis ça me stressait. Puis j'avais commencé à faire des tournages après mes cours, comme à mes heures perdues d'étudiants. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que quand j'avais des fêtes de semaine de libre, puis il y avait un plateau qui était là, je le prenais. Puis ça faisait de mon argent pour mes études en même temps. Fait que c'est même que je finançais un peu mes études. Mais j'ai tout arrêté, puis j'ai juste mis mon temps plein sur mes plateaux de tournage. Fait que j'ai pas un parcours comme normal pour ce que j'ai été. Fait que je suis à Sherbrooke souvent. Le monde pense que je suis à Sherbrooke pour les études puis pour le programme de cinéma, mais j'ai aucune idée de ce qu'il y a au Cégep de Sherbrooke en cinéma, puis ça serait full intéressant. Je pense que je m'informe au pire des cas parce que je pourrais juste continuer ça là, si ça m'intéresse de continuer. absolument. Puis tu pourrais décrocher une bourse d'études aussi, parce qu'il y a des bourses d'études qui existent aussi pour les anciens placés. Donc, on pourrait aussi te transmettre les informations si ça t'intéresse. Et moi, je serais curieuse que tu nous expliques un peu c'était quoi ta dynamique familiale. Qu'est-ce qui est arrivé que tu as été placée, justement, hein? En fait, c'est plus le manque. Il y a eu un manque de beaucoup de choses. L'école a fait des signalements pour ma sœur, puis l'école, en fait, en faisant ces signalements-là, on sonnait l'alerte pour tout le monde en famille. Fait que la DPJ nous a toutes comme, ils ont ouvert un dossier, puis ils nous ont placés un peu partout. Fait que j'ai été très malade partout dans le Québec. Puis ma sœur, j'ai aucune idée de où ce qu'elle a été. Parce que même aujourd'hui, on a repris contact parce qu'elle est rendue majeure, puis à la fois d'être majeure, mais elle n'habite plus en fin d'accueil, puis on n'en parle pas parce que nous-mêmes, des fois, on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait par contre, c'est que l'école a fait un signalement en lien avec justement l'hygiène. Fait ça peut être justement qu'il y avait des trous dans nos vêtements, ça peut être qu'il y avait nos ongles étaient souvent sales, ça peut être des trucs vraiment comme ça. Puis l'école a fait un signalement. Fait que j'ai été placée, en fait, j'étais comme, avant d'être placée en majorité, moi, j'étais comme dans une attente, en fait, pour savoir c'était quoi mon cas. Est-ce que je peux retourner là? Est-ce que c'est assez stable pour que je retourne? Puis au final, à l'âge de 6 ans, on a décidé que j'allais changer de famille d'accueil parce que j'étais tout le temps dans une attente de mes 3 ans à mes 6 ans. J'ai été dans une famille d'accueil qu'on ne savait jamais. Je faisais des allers-retours chez maman, des allers-retours chez la famille d'accueil. Donc, c'était instable. Puis, j'avais pas un modèle de stabilité matrimoniale comme tout le monde aurait pu avoir la chance d'avoir. Fait quand j'étais arrivé à 6 ans ici, où ce que je suis, si c'est la famille d'accueil, j'ai encore en bon terme avec eux. Puis ils m'ont vraiment suivi, ils m'ont full aidé. J'étais arrivé ici, puis j'étais très turbulent. J'avais pas de stabilité parce que j'avais pas appris les règles de la maison. Genre, t'arrives à un endroit, comment tu te comportes, la structure, la routine, puis tout ça. J'avais pas connu ça. Fait que j'étais arrivé ici, puis j'étais vraiment une tornade. J'étais turbulent, j'étais très déconcentré, désorienté aussi parce que j'ai été déraciné de Saint-Jean-sur-Richelieu où je suis né puis j'ai toujours grandi. J'arrive maintenant dans un endroit qui est à 30 minutes de Montréal, qui est à 1 heure de ce que j'ai grandi, puis que je suis venu au monde.
Puis ensuite, on me dit que c'est ici qu'il faut que je fasse ma vie, mais j'ai 6 ans, puis j'ai pas mal été mon adulte avant même d'avoir à l'être. Fait que c'est effrayant pour un jeune de 6 ans d'apprendre que là, il faut que tu refasses ta vie, ton enfance, que tu fasses des amis, que tu t'enracines, que tu t'intègres dans un endroit où tu connais même pas les rues, que tu connais même pas les écoles, tu connais rien de personne, puis personne ne connaît rien de toi. Donc, tu es vu comme un peu un alien, tu as vraiment l'impression que tu es comme un imposteur. Fait qu'à 8 ans, on trouvait ça vraiment inquiétant parce que j'étais sur blanc et on ne comprenait pas. À 8 ans, on est allé justement consulter. On a fait un test à l'école. Le diagnostic s'est avéré parce que je suis TDAH, j'ai le G de la Tourette, puis le trouble envahissant du développement. J'ai des TOC, j'ai des tics en lien avec surtout le G de la Tourette puis le TDAH. Puis en lien aussi avec le background matrimonial que j'ai connu, avec les familles d'accueil, à force de me faire amener d'un endroit à un autre, c'est l'adaptation. Il faut toujours que je m'adapte, puis ça demande de faire preuve de résilience. Ça m'a amené toutes ces choses-là viennent des stress, des souvenirs. Puis, il fallait trouver un truc pour me calmer. Fait que la famille d'accueil, on fait appel justement à des gens de la DPJ. Puis, il y avait plein d'activités. On a aussi des ateliers culinaires. Ça, j'avais vraiment aimé ça. Parce qu'en cuisine, on t'apprend un rituel, on t'apprend à suivre une recette, des ingrédients, t'organiser, mesurer. C'est vraiment comme une routine, comme un petit truc que tu fais chaque fois, comme un genre de petit. Je sais pas, on dit ça, mais c'est comme. Une structure. Ouais, une structure, genre comme un truc que tu fais de même parce qu'à la fin, ça va te donner la recette que tu vises à obtenir. Si tu changes un ingrédient ou tu en enlèves, ça peut être complètement autre chose. Fait que ça t'apprend à suivre, à te concentrer. Fait que ça m'avait appris une structure, ça m'avait appris aussi à m'organiser, puis aussi à regarder si j'avais tous les ingrédients. Fait avant de faire un truc, regarde si tu peux le faire. Après ça, j'avais arrêté parce que j'avais fait tout l'atelier, puis en année, j'étais tannée. J'étais stressée, fait que j'avais besoin de, comme, tu sais, quand tu es en adolescence, tu as de l'énergie. Fait que quand j'avais 14 ans, on a essayé les cadets, j'ai démissionné, j'ai retourné au cadet. C'était pas trop fait pour moi parce que mes tics sortaient, puis au cadet, il faut que tu sois droit et tu bouges pas. Fait que c'était vraiment dur. Puis j'étais comme, moi au cadet, je suis un adolescent, j'ai mes amis, j'ai mes amis sérieux de même. Je vais rire parce que mes amis sont sérieux, puis je suis pas habitué de les voir de même. Je suis habitué de niaiser avec eux, puis quand je les vois sérieux comme un seul-là, genre, je trouve ça cocasse, je trouve ça drôle. Fait que j'ai vraiment pas été un bon cadet parce que j'écoutais pas. Mes souliers étaient tout le temps pas bien faits parce que j'avais pas. Je comprenais pas pourquoi je frotte mes souliers comme à chaque jour. Comme j'étais pas encore rendu là. Fallait qu'avant, je développe d'autres habitudes pour être capable de comprendre la discipline derrière laver les souliers. Comme les frottes à glacer et tout. J'ai commencé à m'intéresser à l'acting, puis c'est là que ça a changé ma vie. Mais dans le fond, tu as fait combien de familles d'accueil? Quand j'étais bébé, j'en ai fait une. Après ça, j'en ai fait une autre. Fait que j'ai fait 3 familles d'accueil si je compte celle présentement. Ça, je la compte parce qu'elle a l'impact de ma vie. Ouais. Pourquoi ils t'ont changé de famille d'accueil les 2 autres fois avant de trouver la famille d'accueil avec qui tu es resté? La première fois, c'est parce que j'étais un bébé, puis la famille d'accueil, c'était temporaire. Avant même de me trouver un autre endroit, puis on m'a trouvé un autre endroit. On m'a fait sortir de là parce qu'il y avait justement un signalement de violence faite sur les enfants. Fait en fait, c'est moi qui ai dit à ma travailleuse sociale comme quoi que j'avais des punitions, j'ai décrit les punitions, puis la nature des punitions est abusive. Fait que quand tu as un enfant, tu sais pas c'est quoi. Fait elle elle a fait ce qu'il fallait. Fait que je suis depuis j'ai 6 ans techniquement, puis j'ai grandi ici. Ça n'a pas tout à fait facile. Puis est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé quand tu es arrivé dans cette famille d'accueil-là? Je me souviens d'une chose par contre. Quand je suis arrivé ici, j'ai visité la plage, j'ai visité l'endroit, on fait une visite, puis j'ai rencontré les jeunes qui étaient là, puis l'animaux, les animaux, puis j'ai flatté. Fait que c'était le but de pouvoir avoir un travail de fait sur place, sur le terrain, pour que je sois capable de m'intégrer puis me reconnaître au moins, avoir des repères quelque part. Puis on m'a présenté ma chambre, on m'a présenté aussi l'école. Fait qu'on m'a comme tranquillement donné des petits cues. Tu sais, on m'a dit là, ce qu'il y a là, c'est l'école, c'est là que tu vas étudier. Fait que, tu sais, je savais comme où j'allais. Fait que ça me rassurait, puis j'avais besoin d'être rassuré parce que je faisais de l'anxiété. Avec la tourette, ça fait que j'ai comme un tag, tu sais, un trouble de l'anxiété généralisée. Tout va devenir une raison pour que je sois anxieux, puis je commence à développer des tics pour compenser puis me débrouiller avec mes émotions. J'imagine que le lien s'est fait progressivement, mais que tu as été mise en confiance dès le début, puis ça a comme permis de solidifier tes racines, justement, dans ce nouveau milieu-là.
Comment ça a été justement quand ils ont découvert que tu avais des TOC, troubles envahissants du développement et tout? Tu sais, comment ça a été de demander des services pour ça? Difficile, vraiment difficile. De un, moi, j'étais pas un jeune facile en consultation parce que dans le bureau du médecin, j'étais pas coopératif. Donc, je compliquais la job. Puis, il y avait plein de psychiatres qui voulaient pas me recevoir parce que j'étais très turbulent. J'étais vraiment très turbulent, puis je savais pas comment m'exprimer. Donc, soit que je boudais puis je dessinais. Puis, à un moment donné, on est tombé sur justement un psychiatre qui était justement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense que la seule chose qui a fait en sorte que ça m'a aidé, puis que c'est la seule que j'ai écoutée, c'est parce que c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que j'étais dans mes racines, puis j'ai été dans mon sentiment de confiance. Mais c'était difficile. Vraiment, on essayait de trouver n'importe quelle activité qui pouvait compenser ces tics-là, n'importe quel médicament. Chaque fois, il y avait un médicament qui avait une affaire qui ne fonctionnait pas, puis j'étais vraiment assez capricieux parce que moi, je suis quelqu'un qui est dynamique. Je suis quelqu'un qui a besoin de me servir de mon énergie parce que je suis comme ça. Fait que quand j'avais un médicament qui me rendait, j'appelais ça à ce moment-là un peu zombie. J'étais comme amorphe, on dirait que j'étais comme en dépression. Je me sentais pas moi-même, j'étais malheureux, puis je le faisais sentir parce que souvent, j'étais comme, ma mère d'accueil, elle me parlait, puis elle était comme, comment ça va à l'école? Puis j'étais comme, c'est correct, là. Vraiment des réponses secs parce que j'étais tellement fatigué, tellement morte, tellement zombie, je me sentais pas bien, ça me faisait sentir fatigué, puis je faisais des choses qui me demandaient de l'énergie, j'avais des profils en or, j'avais des cours de théâtre, puis, tu sais, à un moment donné, là, je suis plus médicamenté, j'ai arrêté à un moment donné parce que j'ai compris que mon hyperactivité devient mon carburant, puis j'ai appris à comme le maîtriser, cette hyperactivité-là, elle m'a hanté toute ma vie. Puis c'était difficile aussi parce que à ce moment-là, je faisais partie, tu sais, ce moment-là, on est comme en début, genre 2014-2015, tu sais, 2016-2017, c'est là qu'on commençait à avoir un discours sur le TDAH dans les écoles, vraiment, moi, dans mon coin, à moi. C'est là que, entre jeunes, on en parlait un peu plus. Tandis que quand j'étais au primaire, c'était vraiment compliqué. Fait que il a fallu que on avance avec aussi les efforts de la société parce qu'à un moment donné, c'était moins tabou, puis c'était facile d'avoir accès à des services. Ils faisaient des publicités pour ça. Fait que, tu sais, on allait quelque part, on se rendait comme dans une salle d'attente, puis là, ma mère, ce qu'elle faisait, elle regardait, genre, ah, il est à l'endroit, ça peut toujours servir, puis aller noter. Elle a un livre aussi où il y a comme plein d'endroits, d'adresses, comme qu'elle peut aller si elle a besoin de références, de conseils en tant que parent. Parce qu'il y a des ressources aussi pour les parents et pas juste des ressources pour les jeunes. C'est ça qui est intéressant. Fait que quand ton parent, il sait plus quoi faire, c'est le fun de pouvoir appeler quelque part puis comme de parler avec comme un intervenant qui est habitué de recevoir des parents un peu désespérés parce qu'ils veulent le bien de leur enfant puis ils ne sachent pas, puis ça se fait un casse-tête à démêler tout le temps. Tu es tombé sur une famille qui ont été très proactifs aussi dans ces démarches-là, qui sont allés chercher l'aide qu'ils avaient besoin. Ils n'ont pas abandonné à la première difficulté qu'ils ont pu vivre. Est-ce que vous étiez plusieurs à vivre là-bas? Oui, on était plusieurs jeunes, puis c'est souvent des jeunes qui étaient des cas un peu difficiles aussi. Donc, pour vrai, ma femme d'accueil mérite leur ciel parce qu'ils ont fait des sacrifices, ils ont perdu des amis parce que j'étais un peu difficile. Puis quand il y avait la visite, quand il y avait des événements, ben, ils nous emmenaient. On faisait partie justement de la sphère familiale. Ils voulaient qu'on ait justement des structures familiales, des exemples familiaux pour que toi, une fois adulte, on ait comme cet esprit-là. Ils ont compris que c'est ce qui faisait que les jeunes fonctionnaient. Puis dans leur vie, qu'ils pouvaient bien se débrouiller puis que ça les réussissait. Mais certains amis qui ont eu de longue date, ils ont juste essayé de couper les ponts. Fait ils ont perdu des gens parce qu'ils ont fait des choix puis des sacrifices pour des jeunes qui en avaient besoin. Fait que c'est vraiment, vraiment fort de leur part d'avoir fait ça parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça et ils ne me connaissaient pas techniquement. Mais je pense que c'était à ce moment-là de l'amour propre. Je pense qu'ils aimaient vraiment profondément ces jeunes-là parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Puis l'approche qu'ils ont est surtout humanitaire. Puis c'est des gens qui m'ont appris à faire confiance aux adultes aussi parce que j'étais très, très, très méfiant. Parler à quelqu'un que je connaissais pas, c'est pas quelque chose que j'aurais fait comme si j'avais pas été ici parce qu'on m'a appris comment le faire, puis on m'a appris à m'exprimer, puis on m'a appris à prendre le temps de développer mes points de vue. Comme ça, je suis capable de rester clair, concis, puis pertinent. Puis je me demandais, ils t'ont-tu déjà parlé de c'était quoi leur motivation au départ quand ils ont décidé d'adopter des enfants, de devenir famille d'accueil? À un moment donné, j'ai posé la question, puis venait un moment où
tu as envie de redonner à ton prochain, tu as envie de laisser peut-être un héritage. Ils ont eu leurs propres enfants. Puis je pense qu'à quelque part, ma mère, elle a tout le temps voulu aider quelqu'un. Ma mère d'accueil, elle a toujours cherché à être utile, puis à prêter sa main à n'importe qui demanderait de l'aide. Fait que c'est pas surprenant, elle est hyper altruiste. Fait que ça a déjà les qualités pour quelqu'un qui s'intéresserait à aider quelqu'un. C'est pas surprenant qu'elle ait décidé d'être femme d'accueil parce que à ce moment-là, tu sais, beaucoup de gens commencent à ouvrir leur famille d'accueil, puis elle trouvait ça hyper charmant comme idée de faire ça. Puis j'ai tellement été bien reçue ici. Fait que, clairement, elle avait les qualités pour être famille d'accueil, puis elle s'est pas trompée après parce que tu sais, elle a fait la comptabilité, elle a fait d'autres métiers avant d'être famille d'accueil. Puis je pense que ça demande du courage. Fait qu'il faut vraiment y donner. Puis surtout, il faut être altruiste parce que j'ai eu des belles chambres. J'ai pu bénéficier justement de trucs de leur poche parce que ils ont décidé d'investir dans chaque enfant qu'il y avait ici, puis ça a vraiment fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, je suis rendu à un niveau où je ne m'aurais jamais rendu ailleurs, puis je vais être tout le temps éternellement reconnaissant pour ça. Puis c'est pas surprenant, je les rends souvent visite, puis que je leur demande si ils ont besoin de quoi que ce soit, parce que c'est ce qu'ils m'ont donné. Comme inconsciemment, je fais juste faire ce qu'ils m'ont appris quand j'étais jeune. Ils m'ont donné des valeurs de l'altruisme, eux autres ici, quelque part. Ils t'ont appris par l'exemple, pas par Ouais, le vraiment. prêchage, là, le prêcha. Puis tu vois, je trouve ça intéressant que tu amènes ça comme ça parce que ma mère biologique, c'est quelqu'un de super altruiste, mais elle est bonne avec les objets. Si tu veux qu'elle fasse le ménage chez vous, qu'elle arrange telle affaire, elle est super bonne là-dedans. Mais psychologiquement parlant, être altruiste, puis à l'écoute, puis être capable de combler les besoins psychologiques, c'est plus difficile. Je crois que c'est pas juste une question d'altruisme, mais aussi de capacité puis d'orientation. Est-ce que tu es orienté vers les humains, vers les objets? Est-ce que tes capacités aussi sont en lien avec ça? Tu sais, j'ai l'impression que ça va venir jouer avec où s'en va l'altruisme. Parce qu'il y a comme plusieurs manières de montrer de l'altruisme, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. Quand tu es arrivé là à l'âge de 6 ans, la famille d'accueil t'a très bien reçu, mais toi, tu as eu plus de difficultés au départ à t'adapter, ce qui faisait que tu avais des comportements qui étaient un petit peu dérangeants, là, comme tu expliquais. Donc, après, à l'âge de 8 ans, vous êtes allé consulter et puis là, les diagnostics qui sont tombés. Toi, comment tu as vécu ça, d'avoir ces réponses-là, en fait? J'étais trop jeune, j'avais 8 ans, mais ça me faisait plus peur parce que ça portait un nom que j'avais jamais entendu, genre le Gilles de la Tourette. Moi, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis elle a tenté de m'expliquer, mais j'étais tellement dans ma peur que j'étais pas réceptif. Donc, quand elle approchait avec le sujet, puis qu'elle commençait à, comme tranquillement, à apporter le fait que tu vas être anxieux, tu vas réagir, ça se peut que tu aies envie de dire des choses que tu penses pas parce que il va falloir que tu t'informes sur ta propre maladie parce qu'un jour, on ne sera plus là peut-être. Il va falloir que tu comprennes t'es qui et que tu sois responsable, que tu t'informes, que tu saches un peu t'es quoi, t'es qui, puis t'es fait dans quel moule parce que ça va te servir tout le long de ta vie. Mais j'étais jeune, puis mes parents m'ont toujours fait confiance que je suis suffisamment intelligent pour comprendre. Fait qu'ils ont continué. Puis à un moment donné, je pense, ça a pris comme quelques semaines, puis je leur ai dit, peux-tu m'expliquer parce que ça me stresse, ça me fait peur. Fait que déjà, j'ai appris jeune à parler sur mes émotions. Puis c'est un travail qu'on faisait depuis que j'ai été arrivée parce qu'on avait réalisé que des comportements, j'adoptais compensatoires où que, je criais, des fois je brisais des choses, des fois ça m'arrivait aussi de juste m'enfermer dans ma chambre puis m'enfermer sur moi-même. Ben, c'est des comportements compensatoires d'un manque de communication. Fait qu'on m'a appris c'était quoi, genre, telle émotion. On m'a appris comment on m'a expliqué en quoi que ça consistait, ça. Fait que j'ai pu justement automatiquement cibler ce que je voulais exprimer et être capable de le faire jeune. Puis ça a été la première chose que je pense que ça m'a aidé. À partir de ça, là, découler euh, d'autres ressources qui m'ont faut l'aider. Puis comment ça allait à l'école, socialiser avec les autres enfants? Ah, ça allait pas bien, je me battais tout le temps, j'étais jeune. Souvent, je lançais des objets aux autres enfants. J'étais pas gentil. J'étais vraiment pas gentil. Puis j'étais souvent dans le cadre de la TES. Là, c'était comme on dit ma deuxième classe. Je dessinais, là, je déchirais du papier. Genre. J'avais des sabliers, puis j'avais un lézard. J'aimais vraiment un lézard. C'est comme un coussin gros. Quand il est petit, ce lézard-là, il est lourd. Là, fait que ça me calmait. Puis ça m'avait full aidé. Ce lézard, je m'en souviens encore. Là, il était mort. Puis je m'en souviens tout le temps. Mais
je passais plus mon temps dans un local de TS que dans ma propre classe. Mes notes étaient pas bonnes. Fait que là, ça me créait de l'anxiété. Fait que là, je voulais pas décevoir ma femme d'accueil parce qu'ils m'ont faut l'aider. Puis là, je me sentais un peu coupable. Je comprenais que j'ai vraiment un chemin, puis ils m'ont vraiment aidé, puis j'avais juste peur que quelque part, ce qui se passe, ils sont comme, regarde, t'es trop turbulent, on arrête, mais ils l'ont jamais fait, puis ils m'ont dit qu'ils allaient jamais le faire, puis ils l'ont jamais fait, mais à cet âge-là, j'étais tellement, tout était incertain, il fallait que j'apprenne à me connaître, il fallait que j'aille des notes, on avait des attentes, j'avais des responsabilités, il fallait que j'apporte des résultats à des gens pour comme gagner leur confiance, mais j'avais pas ma confiance en moi à ce moment-là, fait que c'était un conflit complètement avec moi-même, puis ça le ressentait parce que j'étais irritable, j'étais turbulent, puis j'étais jeune, fait que j'écoutais pas en classe, je dessinais tout le temps dans ma classe, puis j'étais tout le temps en train d'être dans la lune parce que je pensais à oh non, j'ai fait ça de mal, quand je revenais à la maison, il va arriver ça, ça, ça. Fait que je me faisais comme de l'overthinking. Je sur-scénarisais ce qui allait comme jamais arriver, en fait, là. Fait que j'étais anxieux, parce que j'avais des tics. Là, c'était un effet de cercle vicieux parce que c'était tout le temps comme tout le temps une nouvelle péripétie. J'avais un petit tic, genre, je faisais toujours ça de même. Puis il y avait des jeunes qui riaient de ça. Fait que là, ben, à un moment donné, là, vient le moment où le jeune qui a la misère à exprimer ses émotions puis qui vient d'apprendre à les dire, j'explose. Fait que là, je viens full turbulent. Fait que là, ben, on sort de la classe. Fait que c'était vraiment des années assez rock'n'roll, assez difficiles. La professeure se souvient encore de moi quand je la rends visite. Et comme, ah là, Alex, ça va bien? Comment ça va? Puis j'explique. Comme je parle de ma vie, je donne des nouvelles encore. Puis qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? Parce que là, tu disais, c'est ça, il y a eu plusieurs spécialistes qui vous ont aidé, différents organismes et tout. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé le plus, d'après toi? Pour vrai, je pense qu'il m'a vraiment plus aidé, c'est quand que ma psychiatre m'a dit faut que tu trouves un hobby, faut que tu t'occupes, faut que tu compenses ces énergies-là négatives, ces émotions-là dans quelque chose de constructif, créatif, bon pour ton estime. Puis c'est intéressant parce que assez jeune, je m'intéressais à la pyramide de Maslow, puis j'en parlais avec ma psychiatre, qui elle me disait, ben, tu vois, ton besoin d'estime, justement, dans ta pyramide pour ton équilibre, puis justement, ta stabilité, autant physique, matérielle que personnelle. Ça va t'amener plein de belles choses de faire ça, des amis, de la confiance, tu vas être motivé. À l'école, ça peut peut-être avoir des bonnes répercussions sur ton attitude. Tu vas être plus concentré parce que tu sais que tu as ça après, fait que ça fait du bien. Tu peux laisser des problèmes à la porte d'entrée. Quand tu as, mettons, un cours de soccer, peu importe, tu sais que tu as ça après. Fait que tu vas à ton soccer, tu laisses tes problèmes à la porte du gym, puis après, ça t'apprend en repartant. Fait qu'on a essayé le karaté. Ça n'a pas vraiment été ma force. On a essayé les pop. Je me suis tanné, je trouvais ça boring un peu, je trouvais ça un peu, j'avais besoin de quelque chose de plus, quelque chose de nouveau qui change tout le temps. Puis je me suis intéressée au théâtre, et là, ça devient intéressant. Ce qui est fascinant avec le théâtre, c'est qu'une fois j'arrive sur scène, quand j'ai arrivé sur scène à 15 ans, j'avais des tics tellement, tellement, tellement intenses. Donc, je jouais dans mes cheveux, des fois, je me grattais une partie du visage au point, genre comme de me faire des boutons, tu te grattes au sang, ça pique, là. Puis ça faisait des boutons parce que, tu sais, ça guérissait mal. Fait que c'était vraiment pour mon estime, c'était pas beau. C'était dégueu. Là. J'arrive en théâtre, puis là, il faut que je me mette dans un personnage. Mais là, tu peux pas te permettre de faire des tics. Automatiquement, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand que j'ai commencé à faire du théâtre, ma prof a vu que j'avais du potentiel. Elle m'a proposé de faire les auditions. Puis, elle était au courant, j'avais la tourette. Puis, elle voyait que ça me faisait du bien parce que j'avais dit, à un moment donné, j'étais comme, pourquoi tu remarques pas, mais peut-être que c'est juste moi, mais j'ai l'impression que j'ai moins de tics quand je fais de l'acting. On dirait que ça s'en va dans mes personnages. Puis elle trouvait ça hyper intéressant de peut-être pousser plus loin. Fait qu'on a poussé plus loin. Il y a eu un spectacle de théâtre, j'apprenais mes textes dans ma chambre, puis mes notes ont commencé à aller un peu mieux. Il y avait juste les mathématiques en souffrance. Mais avant, il y avait plus que ça. Fait que, c'est bon. Puis là, j'étais ensemble à 4, 15, 16 ans, je faisais ça. Il y a le spectacle, qui est justement un moment, comme tu sais, c'est le 1er juin. Fait que c'est comme dans le coin, est-ce que les examens du ministère. Fait que j'étais content. Je suis comme, le stress va partir. Ça va faire du bien. J'arrive, je fais mon spectacle. Ma mère d'accueil est là avec ma soeur, que je considère comme ma soeur, mais c'est une ancienne jeune qui était ici, puis elle est encore en contact et en bon terme avec eux. Puis j'avais, à ce moment-là, à cette époque-là, j'avais 2 amis, puis ils étaient venus. Ma mère, à la fin du spectacle, elle m'attendait dehors, puis elle avait plein d'eau, puis elle me disait t'es bon, j'ai même pas vu un seul tic. Mes tics ont disparu avec mes personnages. Puis à un moment donné, je voulais, comme je suis comme ça, c'est intéressant. Moi. Je vais sortir mes vieux textes. Puis on va les ressortir. Puis quand je ressors mes vieux textes, on dirait que je rattrape mes tics. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment fascinant parce que
j'ai tout le temps des tics, mais tout le temps des nouveaux. Puis comme avec mes personnages, tu sais, ils partent. Fait que c'est le fun. C'est comme un genre de thérapie. Mais là, je suis retournée dans mes textes, j'ai encore ces vieux textes-là. Puis automatiquement, quand je commençais à les lignes puis à les dire, je les avais dans ma tête, mais j'avais mes anciens tics qui revenaient, genre me jouer dans les cheveux de même, me gratter là. C'était vraiment fascinant. J'étais comme, hey, ça, c'est intéressant, c'est fascinant. Parce que tes tics ont décidé ils ont quitté ton personnage avec ton personnage, mais quand tu retournes dans ton personnage, c'est comme si tu allais les rechercher, les recueillir. On trouvait ça vraiment fascinant. Puis on en avait parlé avec ma psychiatre, puis elle était comme pour qu'il continue à faire de l'acting, il va aller loin avec ça, ça va vraiment l'aider à s'émanciper dans sa vie d'adulte, puis elle a eu raison. Puis elle t'a-tu expliqué c'est quoi qui faisait ce phénomène-là, que tes tics revenaient avec tes anciens personnages? Ouais, l'association. Mes tics sont associés à des situations stressantes. Fait que quand j'associe ça à autre chose, c'est comme si je faisais du conditionnement cognitif où ce que je dis, ah, je suis pas anxieux, je fais juste de l'acting. Fait que ça a vraiment aidé à comme réduire cette anxiété-là, puis à comme continuer mon cerveau pour me dire comme non, non, c'est clair que ça va bien aller, je fais juste de l'acting. C'est pas raison d'être stressé, c'est pas du stress, c'est de l'acting. C'est vraiment fascinant. Ça a un pouvoir comme hyper intense puis hyper puissant. Puis c'est parce que, mettons que j'avais un examen. Dans mon examen, je me jouais les cheveux. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps ces tics-là. Mettons, j'ai un examen au cégep. Je sais que j'ai des tics de même. Fait que ce que je fais, je me dis souvent, genre, OK, au pire, dis-toi que c'est un rôle. C'est vraiment ça qui m'aide dans toute ma vie à comme juste me dire, pas de stress, c'est juste de l'acting au pire. Puis même que tu arrives chez vous, tu auras les tics que tu veux. Parce que des fois, j'en ai, là, je suis seule chez nous, puis je suis dans l'ordi, puis des fois, je travaille sur des projets, puis je me mets à faire ça. Puis je suis comme, c'est juste, c'est pas du stress, c'est juste de l'art. Genre, là, je me disais ça. Puis c'est ça, fait que j'associais justement que quand je disais ça, ben comme tu sais, je prends l'habitude de plus le faire. Fait que c'est dur après ça quand t'as déjà utilisé, t'as déjà la discipline. C'est dur après ça d'être porté à le refaire. Parce que c'était comme, oh non, je me vois aller, là. On va gérer, ça va bien aller. Quand on se calme, ça va bien aller. Fait que c'est une question de se parler, de communiquer ses émotions avec soi-même, puis de juste avoir le discernement pour se dire comme, yeah, là, j'ai ça, c'est pas grave. Yeah, c'est fait partie de moi, je peux pas le nier. Mais il y a des moments où tu sais, t'as pas le choix, faut pas que tu les laisses prendre le dessus parce que ça prenait vraiment le dessus. Et, j'ai eu des emplois quand j'étais adolescent, puis il y a des moments où ça prenait le dessus, ça m'empêchait complètement de travailler. Fait que je décide juste quand est-ce me relâcher parce qu'à un moment donné, c'est pas bon pour ma santé mentale de juste tout le temps contrôler. Mais non, c'est ça. J'ai appris à comme gérer puis leur donner c'était quand leur moment, puis à décider pour moi de juste comme être heureux puis de être stressé. Mais il y a des moments où c'est dur. Je veux bien des fois, là, mais il y a des moments où je fais des paniques, genre des genres de crises d'angoisse, genre. Puis je me mets à comme être en train de comme respirer full fort, puis là, je vois mes tics qui ressortent en même temps. Je fais ça de même, je me gratte, puis là, je me touche partout dans le face, genre, puis c'est vraiment, là, fallait, je suis comme, OK, là, on se calme, parce que je ne suis pas médicamenté. Fait que c'est sûr que c'est une question de gestion. Puis la médication va aider justement à gérer ça, parce que c'est une médication, mais moi, ça ne me faisait pas. Puis j'ai juste compris qu'il faut que j'aie des habitudes puis une discipline pour gérer mes émotions. Fait que je fais beaucoup de journaling, ça aide vraiment. Quand je suis stressé avant un plateau, j'écris beaucoup. Puis hier, j'ai écrit beaucoup parce que ça me stressait. Fait que ça m'a full fait du bien. J'étais réveillée toute la nuit. Quand que je suis stressé puis je sais que j'ai un texte à apprendre, je sais que je ne dormais pas de la nuit, je vais penser uniquement à mon texte, mais on va l'apprendre. Quand tu es réveillé, aussi bien de juste comme aller direct dedans, et dire, on l'a appris, parce que quand tu dors, tu revois ce que tu as appris, la matière. C'est là que tu peux apprendre ton par cœur. Non, quand tu dors, ton cerveau revoit tout ce que tu as appris. Fait que c'est ça que je fais. J'ai juste, de toute façon, c'est la même chose avec, mettons, quand j'ai un craving. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit genre, ah non, je vais prendre une pomme, ça va être plus santé que le gâteau. De toute façon, même si je prends la pomme, je pense au gâteau. Je vais prendre un gâteau puis la pomme, au final. C'est la même chose que je fais quand j'ai des stress. Je vais direct dedans. Fait qu'au final, tu as appris vraiment à te connaître, à voir aussi les éléments qui pouvaient être source de stress pour toi, puis à canaliser, parce que le stress, c'est beaucoup lié à notre système sympathique et parasympathique, lié à l'énergie aussi. Donc, tu as comme su trouver des moyens pour canaliser toute cette énergie-là aussi. Comme tu disais tantôt, là, au début, tu as essayé le sport, après, te trouver, là, à force d'expérimenter vraiment quelque chose qui te faisait vivre
Ben, c'est ça, le théâtre là, qui te faisait vivre une passion et puis qui te faisait diminuer aussi ton stress, en fait. Donc, c'est très intéressant ce que tu emmènes aussi. Je pense que ça va inspirer aussi certaines personnes qui peuvent nous écouter. Puis des fois, c'est important de voir qu'est-ce qui aide aussi. Un bon principe général, là, c'est ce à quoi tu fais face s'efface et ce que tu fuis te poursuit. Puis ça, c'est, tu sais, comme là, j'ai un stress post-traumatique de diagnostiquer il y a à peu près 2 ans de ça. Puis depuis, je te dirais peut-être 3 mois, là, 5 minutes par jour, je fais de la respiration, là, mais vraiment rapide. Ils appellent ça de la respiration Wim Hof. Puis ça me conditionne à être capable de ressentir un certain stress constant, 5 minutes par jour. Fait que ça fait en sorte que si je m'en vais dans d'autres situations et que je vis un stress, je vais moins être. Il va moins avoir de clash. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, là, mais c'est comme à force d'avoir tout le temps une petite dose de stress quotidienne, tu deviens plus endurant pour d'autres sources de stress plus importantes. L'exposition graduée un peu? Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme faire de la respiration Wim Hof 5 minutes par jour. Quand tu as des troubles qui ont rapport à des traumas, ça peut t'aider à t'adapter à des stress plus importants. Puis j'ai vraiment senti une différence. Là. Fait que... Puis j'imagine aussi, toi, ce que tu as vécu, tu sais, à un moment donné, à force de développer tes compétences en acting, tu dois et tout être capable de rejoindre un état de, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais de flow. Où est-ce Oui. que la situation est en adéquation avec tes compétences, mais il y a une petite coche de difficulté qui fait en sorte que tu es capable de rentrer dans cet état-là, là, où est-ce que, je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça roule, ça coule, ça va bien, tu sais, tout est facile, tout est capable de quasiment comme improviser à la perfection, là. Je ne sais pas si ça dit quoi. Oui, ben j'ai fait de l'improvisation. Puis la première chose que je faisais, mais même avant mes tournages ou des plateaux, surtout les petits tournages, parce que le stress, ça bouge beaucoup. Ça me stresse énormément, mais j'aime tellement ce que je fais. Mais la respiration que tu fais, ben, je respire aussi avant un plateau de tournage. Peut-être pas vite pour me stresser, mais des fois, je peux juste m'asseoir à côté de la station de coiffure, genre, puis juste m'asseoir comme dans un coin, ce que je dérange personne, puis qu'on mette une autre sac de staff. Puis je suis même genre, ou devant un show, comme, mettons, j'avais de la scène à faire, puis c'était ma partie, puis avant de rentrer, je saute, puis je suis comme, genre, je me mets à comme sauter, puis juste à souffler en même temps, puis je me dis, ça va bien aller, là, puis là, je me mets à comme, des fois, j'ai fait du hip-hop, fait que des fois, je me mets à mettre de la musique, puis là, genre, je danse, puis là, je suis comme, ça va être correct, on va prendre le flow, ça va être bien correct. Tout va bien se passer. Je me suis préparé, j'ai pris la raison que ça plante. Tu as commencé à développer cette passion-là, tu avais 15 ans. Puis ensuite de ça, j'imagine que tranquillement, pas vite, on t'a préparé aux fameux 18 ans. Mm-hmm. Oui, Je me oh mon demandais Dieu. comment ça a été ce fameux 18 ans et la préparation, la transition à la vie adulte. J'avais tellement peur. J'avais tellement peur que j'étais pas coopérative. J'avais des rendez-vous avec justement un intervenant qui était censé faire la transition, m'apprendre à faire un budget, m'apprendre plein de trucs de la vie adulte que j'ai besoin d'apprendre pour m'assurer une stabilité et une autonomie. Est-ce que c'est les intervenants Qu'est-ce du que tu programme Qualification Jeunesse, PQJ? Oui, exact, oui. Ouais, c'est que j'ai me donnait des rendez-vous, puis je me pointais pas parce que j'avais des retenues, des fois à l'école, parce que au lieu de faire mon travail, je me mettais à faire de l'art en classe, puis ça a souvent été comme les profs, ils me disaient juste qu'il on t'a donné une retenue, t'es pas un cas, mais juste que tu comprennes dans ta retenue, va faire le travail que tu faisais pas en classe. C'est comme mes profs essayaient tout le temps m'aider, ils comprenaient ma situation parce que ma mère d'accueil a toujours fait un bon travail d'intégration. Elle leur expliquait c'était quoi mon gabarit, mon background. Mais c'était aussi pour m'apprendre une discipline, puis ils savaient que les retenues, moi, j'avais peur des retenues. Fait que j'avais comme, oui, OK, c'est correct, je fais le travail. Puis je me donnais, puis j'avais des bonnes notes. Puis ils ont compris que je le voyais pas comme quelque chose de, je suis pas puni, je suis pas une mauvaise personne, mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de discipline, puis je comprenais ça. Fait que je me stinais pas, j'allais à ma retenue, j'aimais pas ça, mais j'en voulais pas à mes profs parce que j'ai compris qu'ils voulaient juste m'apprendre la discipline, puis à faire mon travail pour pas que en classe, je sois en retard sur les autres, puis
le but était que Alex Turgeon soit intègre dans une classe, parce qu'au primaire, ça n'a pas été facile. Fait qu'ils ont compris que, tu sais, ils disaient dans la classe, je vais t'en revenu finir ton travail, mais comme, fais pas ça tout le temps dans les cours. Fait que, tu sais, les jeunes comprenaient qu'il n'y avait pas de drama, j'étais pas mauvais élève, puis moi, j'avais besoin vraiment parce que je voulais pas que les autres élèves pensent que genre, j'étais un cas difficile, parce qu'au primaire, les élèves ont pensé avec raison, parce que, tu sais, ils ont vu que je pouvais être turbulent, puis c'était comme, je veux vraiment, vraiment que ça se passe bien, j'ai pas envie que les élèves me disent genre, ouais, tu fais trop beau prof, peu importe. Fait que j'ai toujours une bonne relation avec le prof, puis ça s'est bien passé. Mais puis que j'y m'envoyais souvent des rendez-vous, puis j'y allais pas. Il me proposait des services que je prenais pas. Une journée, j'étais comme intéressée. Après ça, j'étais plus intéressée. Après ça, j'étais méfiante. Puis là, j'étais en confiance. Donc, tu sais, c'est tout comme la peur de la nouveauté. Puis ça me ramenait aussi quand j'étais arrivée à 6 ans. Tu sais, je suis arrivée ici, j'ai fait ma vie, j'ai vu mes souvenirs. Tu sais. Là, c'est ah, attends, c'est pas fini. Il y a une autre étape, perdu un autre level. Là, il faut que tu pars de là, tout seul, dans un nouvel endroit. Il va falloir que tu t'enracines, que tu t'intègres dans une société remplie d'inconnus puis d'étrangers, puis il va falloir même que tu adhères à des responsabilités. Fait que ça n'a pas été facile. À 17 ans, j'ai eu 17 ans, j'ai fait des jobs de 30 jours comme pour payer un appartement en colocation avec quelqu'un de confiance avec qui j'avais une référence puis j'avais un bon lien. Fait qu'à 18 ans, j'étais à Montréal puis j'avais mon propre appartement. Fait que ça aurait pu faciliter ma, mon passage à l'âge de distance si j'avais pris les conseils et les services de PQJ parce que j'étais arrivé sans connaître quoi faire, sans rien comme. Même si j'étais avec quelqu'un de confiance, c'est pas cette personne-là qui va faire ça à ma place. Il fallait que j'apprenne par moi-même tout ça. C'était difficile. Je suis tombé déprimé. J'avais tout le temps, je changeais tout le temps d'emploi parce que je trouvais jamais ma place. Je comprenais pas comme où me positionner dans ça. J'avais aimé le tournage aussi. Fait que, tu sais, c'était tout comme une question de c'était bizarre. C'était comme un mélange de j'étais un adulte, mais j'étais encore un ado. Comme fallait que j'apprenne comme le discernement des choix, comme fallait que là, j'ai appris à choisir mes priorités, puis à comme juste dire à la place, non, gars, je me suis dit j'allais aller à tel endroit, je désolé les boys, mais je ne pourrais pas chiller avec vous à soir, on m'attend à tel endroit, j'ai un engagement à tel endroit. Fait que c'est ça que j'ai appris à faire en 2020, puis en 2021, fait qu'aujourd'hui, je suis très, aujourd'hui, même mes parents, des fois, ils parlent, puis si mes parents, ils m'ont pas vu depuis longtemps, ils s'intéressent à ce que je fais dans ma vie, fait que je leur dis, non, je suis désolé, mais là, je dois vraiment y aller parce que dans 5 minutes, je suis en retard si je continue à parler ici, fait que là, je pars, puis ça m'a appris à être ponctuel, puis à juste comme me tenir à mes engagements. Mais c'était difficile parce qu'il y a des moments où j'avais pas d'argent pour manger. Puis il y a tellement de choses que j'ai eu à comme m'adapter à faire. J'ai été chercher des jobs vraiment exécrables. Il a fallu que je fasse vraiment plein d'affaires pour être capable de manger, qui normalement, avec PQG, si j'avais eu les services, j'aurais pas eu besoin parce que j'aurais eu des pauses, puis j'aurais eu une éducation comme pour être capable de me permettre un train de vie, puis un mode de vie stable, puis sain. Dans le fond, toi, quand tu as déménagé à Montréal, c'était pour les études? Au début, en fait, je comptais faire mes tournages, puis là, j'allais rentrer en janvier pour les études. Puis c'était pour le travail, puis les études, mais j'ai pas continué ces études-là. Je les ai arrêtées, puis après ça, j'étais encore à Montréal en 2021. Fait que je les ai continuées, mais je les ai encore arrêtées parce que j'avais d'autres tournages, puis j'ai quitté mon agence parce que je voulais faire mon propre répertoire de contact. Fait que, quelque part, il y a des choix que j'ai fait, d'autres qui étaient plus meilleurs que d'autres, mais pour les études, ça m'avait démotivé d'être seul en appart. J'avais tout le temps le stress d'arriver à mon appartement. Puis là, j'étais comme, OK, c'est le fun les études, mais là, il faut que je paye mon loyer. Fait que j'étais pas concentrée, j'étais stressée. Puis à ce moment-là, j'avais bien beau pour me gérer avec mes trucs là, pour ma tourette, peu importe, mais c'est tellement trop énorme pour ce que j'avais sur mes épaules. J'avais mal calculé mes priorités. Fait que je faisais des mauvais choix après mauvais choix. C'est un cercle vicieux de devoir comme réparer les pots cassés. Fait que ça m'a pris 1 an et demi avant de pouvoir tout régler ça. Puis d'arriver où ce que je suis là aujourd'hui dans ma vie parce que c'était difficile. C'était rock'n'roll en cibolo. Puis il y avait plein de tournages aussi. À un moment donné, je me souviens, il y avait un tournage où ce que je ne m'étais pas pointé, puis ça m'avait vraiment pas aidé. Puis j'ai expliqué ma situation, puis ils ont compris, puis j'étais allé les rejoindre, mais j'étais arrivé en retard parce que, tu sais, je ne me suis pas pointé, ils m'ont appelé, puis finalement, je me suis pointé, mais c'est pas quelque chose qu'on fait normalement, mais j'ai vraiment vite appris à un moment donné. Puis j'ai regagné la confiance justement
mes boss qui me donnaient justement ces contrats-là, puis mon agente. Puis ils m'ont expliqué. Puis j'ai fait un arrêt de travail. Pendant un moment donné, j'ai arrêté justement de faire des tournages parce que j'avais besoin de. Si j'arrive en retard à un endroit, quand j'ai appris à me pointer, c'est parce que je ne vais pas bien. Il faut que je prenne soin de moi. Fait que pour le bien de tout le monde, pour le bien justement de mon travail, pour le bien de. Parce que je veux garder comme une bonne réputation, puis je travaille bien normalement en plateau. Fait que quand je me pointe, c'est inquiétant. C'est pour ça qu'on m'appelle T'es-tu correct? Quand j'entends cette question-là, à ce moment-là, j'étais vraiment comme bonne question. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Dans ma tête, c'est comme un éternel tornade en feu que j'essaie d'éteindre. Puis j'oublie complètement la raison. Donc, j'ai juste dit que j'allais faire un arrêt de travail. J'allais comme, pour l'instant, prendre ce relax avant de retourner sur les plateaux. Puis, ben, c'est ça. Mais tu sais, j'étais jeune à ce moment-là. J'avais vraiment pas de personne ressource pour me rendre à mes plateaux. Il fallait que je me rende tout seul. Il faut que je trouve un moyen de me rendre. Fait qu'à ce moment-là, je savais pas comment placer mes priorités. J'avais pas de discipline. J'arrivais tout le temps en retard à mes rendez-vous. Puis à un moment donné, j'étais arrivé tellement en bas. Puis c'était le moment où justement j'ai arrêté mes plateaux. Ça m'a tellement mis à terre parce que j'ai perdu des amis, j'ai perdu plein de choses que j'ai fait comme, OK, là, on prend soin de soi. Parce que plus tard, les choix que je vais faire là, ça va être rendre service au gars d'Alex, au futur Alex Turgeon de 30 ans. Parce que moi, j'ai pas envie de réparer les erreurs du jeune de 19 ans quand j'aurai 30 ans. Fait que je me suis placé sur une scène, puis j'ai approché mon agent, j'ai approché justement mes boss, j'ai dit, OK, là, moi, je me vois là dans ma vie, je me vois viser ça, 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 ça. Je suis hyper honnête parce que j'ai pas envie de perdre ça, puis j'y tiens. Donc, il y a quelque chose que tu t'attends de ma part. Fait que j'ai établi des ententes, puis ça a comme vraiment débouché, puis c'est là que je me suis sentie épanouie parce que je faisais des bons choix, je prenais mes priorités, je me pointais à l'heure, même en avance. J'aidais le staff de plateau de tournage, je proposais tout le temps s'il voulait quelque chose quand j'allais quelque part. Comme, je me suis retrouvée vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus à mon aise, puis je pense que ça fallait que j'arrive à ce point-là pour me rendre compte. Oui. Puis, as-tu gardé le lien avec ta psychiatre quand tu es arrivé à 18 ans ou les services y ont coupé aussi? Les services sont coupés parce que la DPJ payait justement ma psychiatre, puis payait justement les spécialistes puis les professionnels que j'avais besoin. Euh, à 18 ans, ça a vraiment comme été un gros, un, un gros déchirement parce que j'ai eu une première psychiatre quand que j'étais comme plus mineure, puis j'en ai une autre qui m'a suivi, puis elle était plus proche, mais encore une fois, c'est dans ce moment-là, je perdais tout le temps comme, tu sais, j'allais jamais à mes rendez-vous, puis je perdais comme des amis. Puis elle m'a dit justement, tu sais, là, tu ne pointes pas à tes rendez-vous, puis il faut avoir du temps en monnaie qui ne pourra plus, là. C'est là ou jamais, si tu veux des références à Montréal pour avoir continué à faire le pont, puis à bénéficier des services, parce que je peux trouver des références, ça va coûter moins cher, ou même ça peut même être gratuit. Puis j'étais jeune. Puis j'étais comme, non, non, pas besoin d'être ça. Je suis capable de le faire tout seul. Je vais m'arranger tout seul. L'ego vraiment très haute. Je me suis vu obligé de demander de l'aide parce que clairement, je n'étais pas capable de le faire tout seul. Je ne savais pas par où commencer. Puis c'était pas vrai que j'étais capable. Je connaissais rien à la vie, encore moins comment faire un budget. J'ai payé un appartement à Montréal, puis il fallait que je trouve un autre appart. J'avais une amie qui, elle, a fait du contenu, elle aussi, puis elle est dans le monde du cinéma. Fait qu'elle habite à Sherbrooke, puis elle avait une chambre de libre. Donc, je suis allé justement en colocation avec elle. Puis, je suis revenu un moment donné pour un mois de temps. Par contre, j'ai eu à vivre chez eux, encore ici. Puis, j'étais en pleine rupture. C'était compliqué. Je me pognais tout le temps. Ça ne vraiment pas. Puis, ma famille s'inquiétait. Elle était comme, voyons donc, on l'a jamais vu à terre. Et mon Dieu, qu'il aimait sa relation. Puis, j'étais comme, ouais, non, c'est pas facile. Puis, j'étais un mois ici. Puis, on en est. Il y a eu une petite chicane. Une petite chicane. Puis j'ai dit, bon, ben, garde, moi, je vais descendre en bas, me trouver un autre appart. Si je remonte, c'est parce que j'ai trouvé un appartement. Puis venait le moment dans ma vie où quand je disais quelque chose, je le faisais vraiment bien, puis je m'y tenais. Je suis remonté 15 minutes plus tard, lui disant, est-ce qu'il y a des bars dans la maison? Parce que je quitte la semaine prochaine pour Sherbrooke, parce que ma coloc, à ce moment-là, mon ami, qui est devenu ma coloc, qui est encore mon ami, elle était dans un événement, puis elle ne pouvait pas parce qu'elle était là toute la semaine. Fait qu'elle m'a dit, ben, en revenant mon événement, je prépare ça, je vais te chercher après. Fait que c'est pour ça que j'avais une semaine de préparer mes boîtes, au moins ça me laissait comme ce temps-là. Puis au début, il ne me croyait pas, il me disait, en 15 minutes, j'étais comme, oui, j'ai trouvé quelque part, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai un ami qui m'offre sa chambre. J'attends juste de trouver des boîtes pour les ranger. Puis il était comme,
OK, OK, c'est plus le même Alex qu'on a connu, là. Ça surprend. Tu sais, à ce moment-là, j'étais vraiment capable de parler vraiment direct. Là. J'ai arrivé à un moment où tu sais, c'était en août 2021, fait que, tu sais, en pleine pandémie, tu sais, j'ai eu à faire une introspection, puis j'ai appris que j'étais capable de le dire. Fait que j'étais allé leur dire. Je leur ai dit, ben moi, je quitte la semaine prochaine. Fait que c'est le temps, là. Tu sais, dites-moi c'est quoi, il faut que je sache, parce que moi, je m'en vais à Sherbrooke, puis je pense pas revenir. Je vais mettre des choses en place dans ma vie avant. Fait que je suis arrivé à Sherbrooke, je me suis installé, j'ai fait des rencontres, j'ai recommencé le cinéma, j'ai recommencé le mannequinat. Fait que ça m'a vraiment donné un boost. Puis je faisais des TikTok, fait que c'était vraiment bon pour ma santé mentale à un moment parce que ça me permettait de créer pareil, mais j'avais pas de tournage, au moins je faisais quand même des petits sketchs. Fait que je créais puis j'écrivais des fois. Fait que je faisais de la scénarisation puis je faisais des sketchs pour TikTok. Fait que ça m'a été un échappatoire le temps d'un instant, ça m'a vraiment sauvé. Puis TikTok, tu juges qu'il t'a vraiment aidé beaucoup parce que on entend beaucoup parler de l'inverse, que les réseaux sociaux peuvent nuire à la santé mentale de beaucoup parce qu'on est, à un moment donné, à force de produire du contenu, on peut devenir dépendant de l'approbation des autres. Fait que je me demande si toi, c'est quelque chose qui vient te chercher peut-être. Non, c'est ça que j'aimais, c'est que il y a des gens qui aimaient pas, puis des gens qui aimaient, puis je trouve ça fascinant à quel point que les gens, comme souvent, je vais voir les profils des gens qui écrivent, puis je suis comme, mais t'as pas de photo de profil, t'as rien, comme. Fait que je trouve ça fascinant, puis souvent, avec les commentaires-là, c'est de l'inspiration gratuite, fait que je m'en servais après ça, fait que ça m'entraînait à reprendre mon acting, à reprendre mon écriture, mais je voyais pas ça comme un besoin de. Je voyais plus ça comme une job, vraiment. C'était plus comme je me remets dans l'eau du bain tranquillement. Clairement, je faisais pas de l'argent avec ça à ce moment-là, mais à ce moment-là, j'étais comme, ils diront ce qu'ils veulent de toute façon dans une salle de théâtre. Les gens, dans leur tête, ils ne diront pas ce qu'ils pensent. Mais là, c'est derrière un écran. Mais je m'en servais parce que des fois, les gens, je sais c'est spécial, mais des fois, les gens disent des affaires hyper violentes. Puis des fois, je suis comme, mais c'est bien gratuit. Je vais en faire un personnage comme ça. C'est comme un peu moins, c'est un peu gênant, maintenant, tu veux refaire comme des commentaires parce que le monde comprenait, je me faisais des personnages avec les commentaires qu'il y avait. Fait que c'est une question de justement utiliser la critique pour en faire quelque chose de constructif parce que je trouve ça nice. Tu crées par-dessus quelque chose qui est peut-être négatif, tu en fais quelque chose de super positif. Puis ma coloc m'a appris à faire ça. Ma coloc était bonne. Je pense que quand tu es bien entouré de gens qui sont capables de te voir aller, puis ils disent, présente un personnage, ça va être trop. Au pire, on crée quelque chose autour, on bord autour de ça. Puis on en fait une blague, puis ça détend l'atmosphère. La personne, peut-être qu'elle a une mauvaise journée, puis elle va remettre des rires, dire, OK, je t'ai trouvé ça drôle, je vais la mettre. Fait que ça faisait qu'on est, ben, j'intégrais justement ça, puis ça calmait le drama un peu, ça a calmé la température. Fait que c'était vraiment le fun, mais non, c'est pas, sur TikTok, j'ai pas vraiment l'approbation des gens à aller chercher parce que je suis pas capable d'avoir le contact direct avec tout le monde parce que TikTok, c'est pas vrai. Puis dans ma vie, je peux pas aller me limiter à ce que les autres vont penser. Je fais de l'acting, ça va m'empêcher de bien travailler si je me mets à prendre l'approbation de tout le monde. Fait que c'est pour ça que je m'en sers plus comme des personnages. Fait que c'est l'inspiration gratuite. Puis souvent, je me rends juste compte que les gens, ben, ils ont besoin de parler. Fait que je vais leur écrire, je leur dis genre, salut, écoute, genre, je sais pas si c'est passe ma journée, mais j'ai déjà été comme toi. Fait que si tu veux, on parle, on jase. Puis j'ai vraiment encore des amis aujourd'hui qui, à la base, c'est du monde qui m'écrivait des commentaires négatifs. Puis il y avait juste, j'en avais besoin de parler. Fait que j'ai parlé, puis on a juste compris au final que c'était impulsif. C'était vraiment plus impulsif que méchant. Là. Pour toi, ça a été un outil d'expression, un outil créatif, quelque chose qui t'a fait du bien pendant la pandémie aussi pour justement ben, socialiser hein, avec certaines personnes, mais pour t'exprimer puis développer des personnages puis développer ta carrière aussi, en quelque sorte, développe des Mais compétences en même temps. ça a vraiment aidé. TikTok, c'est rempli d'outils. Genre que quand tu veux commencer à faire du cinéma, puis il y a un adolescent, tu peux te faire, on a du voice-over, on a comme la narration en français, on a des effets de voix, on a des filtres, on a plein de filtres aussi qui sont interactifs, que tu peux créer des univers. C'est vraiment fascinant pour ça. Puis en même temps, c'est le fun parce que les gens interagissent. Puis moi, je faisais TikTok quand c'était le temps de Musicali, comme c'était une autre application, ça a changé de nom. Ouais. Là. Fait que, tu sais, je fais partie de cette cohorte-là, comme les premiers TikTokers de ce moment-là. Puis j'avais vraiment vite gagné à l'abonné. Fait que, tu sais, j'étais rendu à 10 000 abonnés. Je faisais des lives. Je faisais des lives, j'ai essayé de faire une pizza. Ça marchait jamais. C'était drôle. J'étais complètement vulnérable. J'étais complètement comme, tu sais, c'est ça que le monde trouvait ça drôle, c'est que j'étais vulnérable. Je faisais de l'improvisation parce que j'ai fait ça comme
entre les branches dans mon secondaire, puis à la Maison des Jeunes, j'avais parti l'improvisation, parti un club artistique, un club social, ça avait passé en journal, puis tout. J'aimais vraiment ce que je faisais. Fait que j'ai dit, on la porte sur TikTok, c'est sûr que quelqu'un va comme trouver ça nice. Fait que j'avais comme monté full en abonnés, puis là, il y avait comme une rupture. Fait que j'avais supprimé mon compte parce que je voulais être tranquille. Puis je suis reparti après, puis ça me va très bien parce que je peux comme justement me réinventer, comme aussi je peux justement trouver une nouvelle approche à ce que je peux créer. Puis c'est bon pour ma santé mentale. Si je vois que je crée quelque chose puis je l'aime pas ce que je fais puis ça m'angoisse, j'ai aucune raison, aucune bonne raison de continuer à le faire. Surtout si c'est pas juste plaire à des gens qui ont dit ah c'était bon, tu devrais en faire d'autres. Beaucoup de vidéos on me disait tu devrais en faire d'autres. Ça m'a fait du mal. Dans cette vidéo-là, j'ai pas trouvé. Le processus créatif était anxiogène. Ça m'a détruit. J'ai pas besoin d'en faire l'autre. Comme c'est le fun, mais faut que je pense à moi. Parce que j'ai besoin d'être capable d'aller bien dans ma tête si je veux avoir les compétences pour bien travailler. Quand on me demande sur un plateau, OK, il va falloir que tu fasses ça, comme ça. Tantôt, tu nous parlais de ton intervenant du PQJ. Est-ce que tu as gardé le contact au final avec lui? Est-ce que tu as repris contact avec lui? C'est parce que tu disais au début, tu rejetais un peu l'aide, tu n'écoutais pas trop les conseils. Est-ce que finalement, vous avez réussi à tisser un lien ou ça s'est arrêté? J'étais vraiment pas facile. Donc, le premier intervenant c'était un intervenant. Il m'a transféré à une collègue. Mais la collègue en question, je me souviens plus de son nom, mais c'était une intervenante. Elle était vraiment motivée à m'aider. Elle était vraiment dynamique. Elle était vraiment drôle. On avait vraiment beaucoup de fun. Puis c'était vraiment comme, c'est stimulant parce qu'elle était directe. Puis moi, j'aime ça parce que ça, elle me disait, là, on va faire, fais ça de même, là, tu sais ce que tu fais. Puis t'as aucune raison de toujours pour reporter au lendemain. Là. Comme, arrête de faire ça. Puis ça allait bien. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, gars, ça me tente plus. Comme, je sais pas c'est quoi qu'il y a eu comme déclenchement, mais je pense que c'est plus le fait que j'avais trop de choses à gérer. J'étais stressé, je ne savais pas si j'étais prêt à avoir ces responsabilités-là. Puis à ce moment-là, je voulais juste avoir du fun. J'étais jeune, j'avais peur de la vie adulte, je voulais profiter de mes derniers moments. Fait que je faisais souvent la fête à place d'aller à mes rendez-vous. Fait que avec mes amis, on allait faire un pique-nique, puis on mettait la musique, puis on vibait, puis c'est ça que je faisais. Là, comme... Justement, ça fait partie de la vie normale des adolescents, tu sais, de cet âge-là. Puis en quelque part, ça me fait demander comment tu as pris ça quand le COVID est arrivé, on ferme les bars, on rend ça quasiment illégal de se rassembler, on donne des amendes au monde. Comment tu as pris ça? Difficile. Vraiment, de un, les tournages ont aussi suivi avec les mesures sanitaires. Fait que ça voulait dire que nos tournages étaient en train de justement. Pendant un moment, les tournages étaient en suspens. Ça veut dire qu'avant de décider si on continue les tournages pour la sécurité de tout le monde, on les met en attente. Ça fait qu'on ne produit plus. Les gens perdent leur job, les gens ont des trucs à payer. Fait que c'était un stress que j'avais parce que moi, cet argent-là, je commençais au moment où la pandémie est arrivée, je tournais sur 6 degrés en 2020. Puis, tu sais, une série jeunesse à Radio-Canada, tu sais, j'étais fier, j'étais comme, aïe, c'est sur Radio-Canada, tu sais, j'ai beaucoup de séries de mon enfance que j'écoutais là-dessus, fait que j'étais comme, wow, c'est bien une belle opportunité, tant mieux, genre, c'est fucking. Désolé, mon gars, j'étais vraiment, pour vrai, j'étais enthousiaste de ça. La pandémie est arrivée, le 13 mars, tout le monde commençait à, comme, tranquillement, installer les mesures sanitaires. Puis là, j'apprenais que mon agence m'apprend, je te le dis tout de suite, en ce moment, avec les mesures sanitaires qui vont être installées, parce qu'on réalise que dans d'autres pays, on commence avec le masque. Dans d'autres pays, il y a une évolution, puis on réalise qu'il va falloir qu'on ne pourra plus tourner. En fait, il y a des techniciens de trésorerie qui sont hospitalisés. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais j'étais comme, ben, je pense que, tu sais, dans mon contrat, étant donné que c'était un contrat, puis j'étais censé avoir ce contrat-là jusqu'à une certaine date, mais étant donné que c'est la pandémie, puis c'est indépendant de notre volonté, il va falloir qu'on fasse une cessation de contrat parce que, justement, à cause que, pour des raisons d'empêchement indépendant à notre volonté, on se doit trouver une solution. On se doit de trouver ce qu'on fait avec ça parce que j'ai payé pour un service puis là, je ne peux pas en bénéficier parce que c'est pas notre faute, là, c'est la pandémie. Fait que, il a fallu que je m'ajuste là-dedans. Puis j'ai fait ça tout seul parce que ma mère ne savait pas comment. C'est pas elle qui est allée à mes tournages, elle ne m'a pas vu. Fait que fallait que j'apprenne un peu comment on parle
à son argent parce que c'est du business. Fait qu'il fallait que j'apprenne à m'expliquer un peu comment ça fonctionnait, puis il fallait que je comprenne. Fait que ce que je comprenais, c'est qu'en ce moment, les productions, comme à ce moment-là, perdaient de l'argent parce qu'ils ne peuvent plus tourner. Fait que là, tu sais, c'est de l'argent comme quasiment gaspillé. Fait que là, elle m'expliquait justement, ils peuvent plus, les figurants ne pourront plus parce que c'est pas essentiel sur un plateau. S'ils peuvent s'en passer, ils vont s'en passer ou réduire le nombre. Puis ils maximisaient. En fait, ce qu'ils prenaient maintenant, à ce moment-là, ils prenaient souvent des gens de la même famille ou de la même adresse comme figuration. Ça limitait justement les cas de contamination, puis c'était facile de limiter les risques. C'est sûr que aussi socialement parlant, avec tes amis, tantôt tu parlais de faire le party puis tout. Moi, personnellement, j'aurais vécu une pandémie comme ça. Je ne sais pas comment j'aurais réagi parce que autant que mon état de santé est vraiment fragile, puis que je sais que si je pogne la COVID, je suis vraiment dans la merde. Mais d'un autre côté, quand j'avais début vingtaine, je buvais puis je fumais en masse. Puis j'aimais ça faire le party. Je le faisais à toutes les fins de semaine, le party. Fait que je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas comment j'aurais pris ça. Mais à ce moment-là, c'était comme un peu un clin d'œil à quand j'étais au primaire. Là. Au primaire, j'avais pas d'amis, vraiment. Je me tenais avec genre deux, trois filles dans le cours d'école, mais je savais jamais si c'était vraiment mes amis au point. Comme, je savais pas, comme à ce moment-là, si je peux m'autoriser à dire que c'est des amis pour pas les rendre mal à l'aise, et pour pas comme créer de malaise, pour pas, à ce moment-là, j'étais vraiment pas sûr de rien. Mais ça m'a préparé, en fait, à être seul longtemps pendant une longue période de temps, puis à avoir la solitude comme une opportunité, en fait, pour comme se replacer, se ressourcer. Parce qu'à ce moment-là, ça m'a vraiment obligé de me calmer. J'étais vraiment dans la productivité. J'étais malgré, aussi dans le fun, tu sais, je me disais, je vais travailler sur mes projets, puis après ça, je sais, je m'en vais fêter avec mes amis. Là, je ne peux plus parce que il y a eu le couvre-feu, il y a eu le confinement, il y a eu justement, on devait rester comme chez nous entre telle heure et telle heure. Puis là, on était rendu comme à un âge qu'on voulait se voir. Fait qu'il était comme, c'est bien infantilisant, même les personnes qui sont plus vieilles que nous doivent trouver ça hyper infantilisant, mais comme, on était vraiment insultés, puis on n'était vraiment pas d'accord. Mais j'ai vraiment pas trouvé ça dur. Euh, pour une, pour une chose, c'est que je me rendais compte que ça faisait un peu du bien, peut-être, de rester seul chez nous, faire un peu de ménage. Fait que c'était pas tant dur. J'étais aussi, à ce moment-là, j'étais avec ma famille d'accueil souvent, puis on parlait de ça. Fait mais quelqu'un qui est tout seul, quelqu'un qui a personne, il a dû l'avoir trouvé dur. Parce que moi j'avais une vie familiale, j'avais des gens qu'on pouvait échanger, puis on avait des FaceTime. Mais je sais pas, quelqu'un tout seul, qui n'a pas des moyens de communication, qui a personne, même si tu as FaceTime, si tu personne à appeler, c'est long. J'ose même pas imaginer comment les gens ont dû trouver ça difficile. J'ai été chanceux, fait que je peux pas te dire, ah, c'était donc difficile. C'était pas facile, mais je peux pas non plus comme juste penser à côté du fait qu'on était comme 7 à ce moment-là, parce qu'il y avait d'autres jeunes aussi. Puis on était beaucoup. Fait qu'il y avait comme, on s'arrangeait sur son jeu d'idées. On trouvait des films, on trouvait des séries, on trouvait des nouvelles recettes à essayer en famille. Fait que ça nous occupait. Mais tu sais, quelqu'un qui est seul, tu sais, il y a des gens qui ont fêté Noël tout seul aussi. Ça aurait été, si j'avais vécu ça, ça aurait été vraiment difficile. Parce que j'ai été chanceux, j'ai pu aller quand même visiter à ce moment-là. Parce que les conditions puis les mesures faisaient en sorte que ça tombait juste bien. Parce que à mon adresse, j'étais tout seul. Il y avait pas, tu sais, à ce moment-là, j'avais une coloc qui n'était jamais là parce qu'elle était tout le temps partie dans un événement. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps chez nous en train de faire du ménage. Mais quelqu'un qui est seul à Noël, surtout Noël, c'est une fête que les gens se rassemblent. C'est une fête aussi parce que tu vois des gens que tu n'as pas vus depuis longtemps. C'est l'occasion de le faire. Puis là, que personne ne peut le faire. Je ne sais pas comment il aurait fait. Parce que pour avoir été seul quand j'étais jeune, c'est difficile. C'est difficile de ne pas avoir personne sur qui parler, dire, même si je sais déjà que c'est difficile parce que tout le monde vit la même pandémie, mais le vit différemment. Mais quand tu n'as personne à qui dire comment tu le vis toi, parce que tu le vis différemment que quelqu'un d'autre, c'est difficile. Tu veux parler à qui? Fait que, ces gens-là se tournent sur des numéros de téléphone comme Info Social. Mais à un moment donné, tu es tanné peut-être de parler à Info Social, tu as envie d'avoir une connexion plus profonde avec quelqu'un, que ce soit un intervenant, peu importe, parce que tu as ce besoin-là de proximité des êtres humains. J'ai l'impression que c'est ça qu'on s'est rendu compte. Le besoin de proximité va revenir. Même si on reste seul pendant un moment, on a besoin de venir se rassembler. Puis ça a été
vraiment difficile. Moi, j'avais peur, là, puis j'avais fait des tournages. J'avais peur que ça dure pendant 5 ans, cette pandémie-là. Mais c'est vrai que pour les jeunes, surtout ceux qui sortent de la DPJ en ce moment, puis qui se font lâcher loose en nature comme ça, là, d'être tombés en pleine pandémie, en sortie de transition à la vie adulte, là, ça a dû être extrêmement difficile parce que, veux pas, il y a beaucoup, beaucoup de services que, en quelque part, tu n'as pas le choix de te déplacer puis d'aller côtoyer des gens pour faire ta demande d'aide, là. Ouais. Puis, je me demandais, dans tout le parcours que tu as eu, c'était quoi les valeurs qui t'ont guidé dans tout ça? C'est plus genre des... Fais-le si tu juges que c'est bien de le faire. Peut-être pas maintenant, mais pas ton envers. Genre, si maintenant, ça n'a aucune incidence. Genre, mettons que tu fais quelque chose, tu te dis, ouais, mais ça n'avantage rien. Comme, oui, c'est bien pareil, mais plus tard, ça va te servir. Comme, j'ai appris dans la vie, il faut vraiment que tu le fasses parce que tu le sens. Fais-le pas si ça ne te tente pas. Fais-le pas si tu ne crois pas. Si tu crois en ce que tu fais, rarement que ça va échouer. Puis si ça échoue, rarement que tu vas arrêter. Fait que tu vas continuer. Fait que tu vas finir par réussir. Puis tu vas finir par trouver des façons de réussir, c'est sûr. Mais c'est croire en soi-même parce que c'est la confiance en soi, puis c'est vraiment ce qui m'a débloqué des choses dans ma vie. D'être confiant, puis de dire, hey, j'ai mal réagi, j'ai mal agi, j'ai fait ça. Être assez confiant pour justement le dire, être assez confiant justement pour le nommer. De un, ça permet à la personne de pardonner les événements, puis de juste comme faire la paix, puis comme tu te sentir mieux. Puis de deux, ça te permet de toi aller chercher justement des nouvelles méthodes pour comme t'aider. Fait que c'est se faire confiance dans la vie. Puis aussi, une chose, c'est faut pas trop s'en demander parce que on fait tout notre possible, n'importe quel âge qu'on va avoir dans notre vie, on va struggle, on va avoir des difficultés. Puis d'arrêter de mettre de la pression. Puis aussi avoir de la gratitude. Si tu as de la gratitude pour ce que tu as déjà, c'est plus facile après ça de dire, regarde, ce que je cherche à avoir plus tard, comme ce que je cherche à avoir maintenant, puis tranquillement, pas vite, je vais me diriger pour avoir ça. Puis c'est vraiment même que j'ai appris que je peux travailler pour obtenir ce que je veux, travailler de ma propre sueur de mon front, parce que j'ai de la gratitude pour moi-même. Puis c'est aussi une question de se donner juste comme des tapes sur l'épaule parce qu'il n'y a personne qui va le faire. Comme, faut que tu le fasses toi-même, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Puis vraiment de juste comme être son meilleur ami, puis d'éviter d'être négatif, soit positif, soit enthousiaste, aie de la gratitude, sois confiant, fais confiance en ce qui t'entoure, puis pardonne. Pardonne-toi. Quand tu te plantes, t'es pas. Moi, je me disais, quand je me plantais, j'étais comme, ah, je suis mauvais, vraiment, j'étais mon pire ennemi. Non, pardonne le fait que tu t'es planté parce que tu t'es relevé. Fait que c'est le temps de te pardonner. Si tu serais resté là, culpabilise peut-être parce que tu t'aides pas pour modifier ta situation, regarde, tu fais ce que tu veux, mais même encore là, non, pardonne parce que à chaque fois que tu vas pardonner ce que tu as essayé de faire avec les meilleures intentions du monde, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer pareil. Des fois, il faut se réadapter, trouver une nouvelle approche. Tu sais, ça arrive souvent, des fois, tu veux faire un compliment à quelqu'un, puis la personne ne le prend pas comme un compliment, puis tu es comme, ah non, je voulais juste être fin. Comme, souvent, les gens, c'est parce qu'ils ont leur background. Fait que c'est ça, on a tout notre background. Faut pas juger trop parce qu'on vient tous de l'endroit différent. Genre, on ne sait pas d'où que les autres viennent. On sait d'où que nous, on vient, mais les autres ne savent pas d'où qu'on vient. Fait que les autres vont nous juger, mais c'est pas notre job de le faire parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui s'occupe de le faire. Fait que si tu décides de juste te relever, de te dire, ah, hey, c'est une pas pire chute, ça. Si j'en aurais filmé ça, ça aurait été pas mal drôle sur YouTube. Juste de prendre ça avec une nouvelle approche, d'être positif, enthousiaste, d'avoir la gratitude, de dire, je suis capable de me relever, c'est déjà bien. Je pourrais rester pris là puis plus capable de me relever. Donc, yeah, j'ai tombé, je me pardonne, j'ai la gratitude. Je peux encore marcher en boitant, mais je peux encore marcher. C'est vraiment comme l'image que j'ai. Puis dédramatiser toutes les situations quand c'est stressant, quand que ça. Tu sais, quand tu peux dédramatiser une situation qui est stressante parce que c'est pas tant grave, mais fais-le. Ça aide tellement à comme développer un sens de l'humour puis comme à moins se prendre au sérieux. C'est facile de moins se prendre au sérieux. Tu peux te permettre d'être vulnérable, puis quand tu es vulnérable, tu peux justement tester des choses. Comme être vulnérable, je pense que ça m'a aidé parce que ça m'a obligé à observer, à réagir, puis à intervenir sur des choses dans ma vie que je pense que j'aurais jamais eu le courage ou la patience de juste me dire, OK, il faut qu'on trouve une solution. Comment j'approche la chose. Fait que c'est plein d'affaires comme ça.
C'est vraiment juste une question de mindset. Faut Fait que, que tu sais, tu... si je peux essayer de résumer, self-compassion. Ouais. Après ça, c'était ne pas prendre les choses personnelles. Ça, c'est tellement... Puis, tu sais, ça s'applique à tellement de choses parce que, comme tu disais, mettons que tu envoies quelque chose à quelqu'un puis que la personne a réagi super comme colérique ou de quoi, bien, même aussi, tu peux aller dans le sens que tu dis que l'image que la personne a de toi dans sa tête ne correspond peut-être pas à la réalité puis aux intentions que tu avais quand tu lui as piché le message puis qu'elle a réagi comme ça. Fait que, tu sais, ne pas prendre les choses personnelles, ça donne tellement plein de latitude dans plein de situations, tu sais. Fait que, tu sais, comme personnellement, j'ai des struggles avec mes parents en ce moment, avec ma mère. Puis j'essaye vraiment là, de ne pas prendre ça personnel, là, même si elle va me fouiller dans des bobos de quand j'avais 15 ans. Puis tout, je me dis non, il y a un problème qui fait en sorte qu'elle décide d'aller dans cette direction-là. Puis c'est en gardant ce minding-là que tu peux te garder une distance là-dedans puis être plus apte à réagir à la situation. Fait que, tu sais, je trouve ça super intéressant qu'est-ce que tu amènes. Moi, j'aimerais savoir, Alex, si je te donne une baguette magique ou une lampe magique, tu as 3 souhaits. Ça peut être quelque chose que tu veux pour le futur. Ça peut être pour toi ou pour la société en général. Vraiment, c'est 3 souhaits larges. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Je voudrais que le monde réussisse. Genre, j'ai tellement de satisfaction à voir même des étrangers, genre, réussir. Je trouve ça tellement inspirant, puis j'aime tellement ça. Euh, je voudrais continuer à apprendre. OK, ce serait mon deuxième souhait. J'aimerais vraiment continuer d'avoir des opportunités qui vont m'apprendre une nouvelle chose. Puis le troisième souhait, ça serait, premièrement, que la pandémie lève, qu'il n'y ait plus de pandémie. Pourquoi pas? Qu'il y ait la paix dans le monde, plus de pandémie. Mais c'est des très beaux souhaits, moi. En tout cas, je suis bien d'accord avec toi. Si on peut avoir la paix dans le monde, puis de guerre en Ukraine, puis plus de pandémie, on va peut-être pas se mettre des lunettes roses, là. C'est pas demain matin que tout va se régler, mais effectivement, ça ferait un petit baume sur le cœur. Oh, vraiment. Et en parlant de baume au cœur, si tu avais un message à adresser aux jeunes placés qui sont présentement dans les services, qu'est-ce que tu leur dirais? Créer. On a besoin d'univers plus comme le vôtre, sérieusement. Tu crées. Crée. Genre, même si c'est bizarre que le monde va vous dire waouh, c'est vraiment bizarre, je pense pas que ça va fonctionner. Fais-le, ça va fonctionner. C'est tous les gens qui ont commencé à faire quelque chose de vraiment random, vraiment bizarre. Les gens ne comprenaient pas. Ça n'a pas besoin de faire du sens pour les autres. Ça te fait du bien puis ça te rend heureux. Fais-le parce qu'on a vraiment besoin d'univers pour les prochaines générations. C'est de même qu'il y a toutes les choses les plus intéressantes qui commencent. Stanley a commencé l'univers des Marvel, puis tout le monde était comme c'est spécial, on était personnages en spandex. Créer. Il faut créer. On a besoin de plus d'univers. En tout cas, je peux te dire que nous, on est en train de préparer une pièce de théâtre sur la thématique de la protection de la jeunesse avec l'organisme Les Créations Unucnu. Ça va s'appeler Création Monstre. Alors, tu peux nous suivre sur Instagram ou sur Facebook. On devrait, si tout va bien, être en production en juin 2023, donc dans un an environ. Là, donc, tu nous tiendras au courant aussi de tes projets. Puis, mutuellement, on se tiendra au courant de nos projets. Puis, vraiment, on était très heureux de t'accueillir sur notre podcast. On espère que tu as apprécié l'expérience. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et inspirant ce que tu nous as emmené. Puis j'espère que tu vas avoir apporté l'espoir aussi à ceux qui nous écoutent, qui vivent peut-être des moments qui sont peut-être un peu plus difficiles ou qui se posent des questions. Bien, c'est important hein, de prendre un pas de recul des fois pour mieux avancer. Le pas de recul nous permet d'aller de l'avant encore plus fort souvent. Donc, sur ce, je te souhaite plein de beaux succès dans tes projets, plein de beaux tournages pour toi. Et puis, au plaisir. Et puis, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Super beau modèle de résilience. Puis je pense que tu en dois beaucoup à la famille d'accueil sur laquelle tu es tombée. C'est Oh, vraiment oui. super de te recevoir aujourd'hui. Un gros Merci merci pour beaucoup ta pour participation. l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super le fun. Un gros merci. Bye bye.